Merci au Parc aux Étoiles de m'avoir accueilli sur son site pour ce cycle de conférences, en gros, je crois une fois par mois. Et je me présente, donc Jean-Pierre Martin, je suis physicien nucléaire de formation, astronome de passion, et depuis que je suis à la retraite, je me consacre à l'astronomie et à l'astrophysique au sein de la Société astronomique de France, la SAF, et au sein aussi de mon association locale, VEGA, qui est l'association d'astronomie de plaisir. J'ai aussi un site internet que vous voyez en bas, planetastronomie.com, sur lequel je publie régulièrement les news astro et spatiales, et vous pouvez vous mettre sur la liste, hein, c'est gratuit et obligatoire, comme je disais tout à l'heure. Alors ce soir, on va... Vous m'entendez bien? Oui. Ce soir, on va parler du Big Bang, c'est-à-dire l'histoire un peu de nos origines. Alors, je voulais... Bon, excusez-moi. Voilà. Je voulais une remarque au départ. On dit le Big Bang, mais ce n'était pas big et ça n'a pas fait bang. Hein. C'est pour ça que je vais essayer de vous expliquer, plus tard je vais vous expliquer d'où vient cette expression. Alors, le Big Bang, il y a beaucoup de personnes, de personnages qui ont participé à cette aventure, dont ce monsieur, là, vous le voyez, et on va essayer d'en dire quelques mots. Alors, tous ces personnages ont été taraudés par une question fondamentale qui paraît évidente quand vous la posez à un gosse. Pourquoi la nuit est noire? Il va vous répondre, c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Ben, c'est faux. C'est faux parce que si vous réfléchissez que l'univers est rempli d'étoiles de densité à peu près constante, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, et plus on va loin, et plus il y a des étoiles. Donc, en théorie, la nuit, on devrait être ébloui par la lumière des étoiles. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. C'est donc qu'on fait une erreur dans notre raisonnement. Et bien, l'erreur, c'est que, je vous ai dit, on pense qu'il y a une infinité d'étoiles. Ben non, il n'y a pas une infinité d'étoiles. Il y en a qui sont très très loin, et celles qui sont très très loin, comme on va s'apercevoir que la lumière met un certain temps à se propager, donc la lumière des étoiles qui sont très lointaines ne nous est pas encore parvenue. De la même façon, des étoiles qui peuvent être aussi lointaines et qui ne se sont pas créées il y a 15 ou 13 milliards d'années, mais qui se sont créées à 5 milliards d'années, par exemple, leur lumière ne nous a pas encore atteints. Donc il y a un déficit de lumière, et c'est pour ça que la nuit est noire. D'autre part, on sait depuis que Hubble a étudié le mouvement des galaxies vers les années 1920-1930, Edwin Hubble, hein, il a montré que les galaxies étaient en expansion et que cette lumière en expansion, en fait, la lumière perd un peu de son énergie. C'est le fameux problème de la sirène de l'ambulance. Quand vous entendez passer une ambulance avec sa sirène, le son est aigu, passe devant vous et puis devient plus grave. Hein. Ben, c'est pareil avec la lumière. La lumière, quand elle se déplace, elle va devenir plus grave en s'éloignant de vous. Et comment une lumière peut devenir plus grave? La lumière, vous savez, c'est une fréquence, hein, une oscillation. Eh bien, elle devient plus grave en étant plus rouge. C'est ce qu'on appelle le redshift, hein, le décalage vers le rouge. Donc, la nuit est noire parce que la vitesse de la lumière est finie et que l'univers, qui est aussi fini, est en expansion. Voilà. Alors, ce paradoxe, on appelle le paradoxe de Olbers. Olbers, c'était un astronome allemand, a taraudé donc les physiciens pendant des dizaines d'années, et notamment un petit employé des brevets en Suisse, qui s'appelle Albert Einstein,
Et à ce temps perdu, il a élaboré une théorie qui a révolutionné la physique. C'est la théorie de la relativité générale. Alors bon, il se trouve que lui ne croyait pas à l'expansion de l'univers, il croyait à un univers statique. Il va savoir plus tard que c'était une erreur, mais ça ne met pas en cause la relativité générale. Il introduit une notion qui s'appelle l'espace-temps. C'est-à-dire l'espace et le temps sont liés ensemble, et c'était un concept tout à fait nouveau pour l'époque. La masse agit sur le tissu de l'espace. Un peu comme, je dois avoir une représentation, voilà, la masse courbe l'espace, vous voyez. Supposons que ce quadrillage corresponde à notre espace, eh bien, s'il y a une masse très importante située à cet endroit, elle va courber l'espace, qui s'appelle l'espace-temps, et les rayons lumineux, vous voyez, ne vont plus se propager en ligne droite, mais vont se propager un peu de façon courbe. On dit que la masse courbe l'espace. Alors, ce n'était qu'une théorie dans les années 1910, 1905, 1910, mais il se trouve que en 1919, il y a une éclipse qui se produit en Amérique du Sud, et c'est l'occasion unique de prouver qu'Albert a raison. Parce que pendant l'éclipse, le Soleil va être masqué, et donc on va pouvoir voir les étoiles qui sont derrière le Soleil ou à côté du Soleil, avec le Soleil en position ou le Soleil ailleurs. Et on s'aperçoit qu'il y a un décalage, effectivement. La masse du Soleil a courbé les rayons lumineux qui provenaient de ces étoiles lointaines. Alors du jour au lendemain, Albert Einstein devient une célébrité mondiale, et il est connu et reconnu dans le monde entier, grâce à cette éclipse, et l'éclipse de Sobral. De la même façon, un autre personnage a joué un rôle important, c'est un Russe, Alexandre Friedman, qui étudie les équations d'Einstein, et il construit, lui, un modèle basé sur les équations d'Einstein, un modèle d'univers en expansion. Et il introduit ce qu'on appelle le principe cosmologique, c'est-à-dire l'univers est homogène, c'est-à-dire homogène, ça veut dire le même dans tous les endroits, et isotrope, le même dans toutes les directions. Et ça, c'est un principe de base introduit par Friedman, qui malheureusement n'a pas vécu longtemps. Il est mort quelques années après, de façon tragique. C'était un météorologiste, il est monté en ballon, puis je crois que son ballon a crevé, et il a fait le splash. Voilà. Alors, par contre, ça c'est une personnalité que vous devez connaître, c'est Edwin Hubble, qui en 1920 s'aperçoit que l'univers est en expansion. Edwin Hubble travaillait au Mont Wilson, qui était le plus grand observatoire à l'époque. Il travaillait avec son collègue Hugh Mason. Hugh Mason, entre parenthèses, c'était le muletier qui montait les charges à dos de mule pour construire l'observatoire. Puis quand l'observatoire a été construit, il a demandé est-ce que je peux rester. Il est resté, il est devenu astronome. Vous voyez, ça mène à tout, hein, être muletier. Et ils étudient tous les soirs des photos de galaxies et pour voir s'il y a des légers mouvements. Et ils s'aperçoivent qu'il y a des mouvements. Les galaxies ont l'air de s'éloigner, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite de nous. Donc l'univers est en expansion. Et comment il s'aperçoit de ça? On n'a qu'une seule possibilité pour étudier les étoiles ou les phénomènes célestes. Il n'y a qu'une seule information, c'est la lumière. À partir de la lumière que l'on reçoit des étoiles, cette lumière, c'est l'empreinte, c'est comme l'empreinte digitale, c'est l'ADN de l'étoile. Donc en étudiant le spectre lumineux, puisque vous savez que la lumière est composée de différentes couleurs, de différentes longueurs d'onde,
Et en étudiant ce spectre lumineux, ce spectre est caractéristique d'une étoile. Il va y avoir dedans des lignes, des lunes qui vont correspondre soit au fer, soit à l'hydrogène, soit etc., etc. Et alors cette lumière, je vous reparle de l'ambulance là. En fait, quand la lumière s'éloigne, elle devient de plus en plus rouge, et le spectre, vous voyez en haut le spectre par exemple d'une étoile qui ne se déplacerait pas. Et si cette étoile se déplace, vous voyez comment les lignes noires qui sont la caractéristique, c'est comme l'empreinte digitale de cette étoile, hein, ces lignes noires vont se décaler par exemple vers la droite, donc vers le rouge, hein, vous voyez, vers l'infrarouge, et ce décalage, c'est ce qu'on appelle le redshift. Alors on sait que c'est bien cette étoile-là, puisque l'espace entre les lignes est fixe, est constant, mais on voit bien qu'ils ne sont pas à la même position par rapport à un spectre effectué en laboratoire sur Terre. Donc la lumière devient plus rouge quand elle s'éloigne, comme on voit en bas, ou plus bleue quand elle s'approche de nous. Bon, juste pour votre information, Hubble, c'est un type qui a hésité longuement entre l'astronomie et la boxe. Hein, donc, et puis bon, il a choisi pour notre grand plaisir l'astronomie. Hein. C'était un très grand astronome. Il a en plus établi le classement des galaxies qu'on utilise jusqu'à présent. C'est aussi le télescope spatial qui a été nommé Hubble en son honneur. Alors, je vous dis que l'univers est en expansion. Ça veut dire quoi ? En fait, comme vous voyez sur l'animation ici, c'est le tissu de l'espace qui enfle. C'est comme si vous colliez des pièces de monnaie sur un ballon, ou des pastilles sur un ballon, puis vous soufflez. Vous soufflez dedans. Les pastilles elles-mêmes, la taille des pastilles ne bouge pas, ne change pas, mais par contre, leur distance change. C'est ça l'expansion. L'expansion, ce n'est pas un phénomène local. Il y en a qui pensent que l'expansion, ça veut dire que la distance de la Terre à la Lune va changer dans 1 milliard d'années. Non, absolument pas. C'est pas un phénomène local au niveau du système solaire. Ce n'est même pas un phénomène local au niveau de notre galaxie. C'est un phénomène au niveau des amas de galaxies, donc beaucoup plus loin. Donc, l'autre exemple, c'est le cake que l'on passe au four et qui grossit. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne représentation de l'espace. C'est le tissu même de l'espace qui change. Alors, si l'univers est en expansion, eh bien, il y a un personnage qui va jouer un rôle important, qui s'appelle Georges Lemaitre. C'est un abbé, un Belge. Mais il faisait en plus des études de cosmologie. Il était très intéressé par ce domaine-là. Et un jour, il se dit, si l'univers est en expansion, bon, ça veut dire qu'il grandit, mais si je rembobine le film à l'envers, c'est-à-dire je redescends dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer, hein? S'il est en expansion maintenant, il y a 1 milliard d'années, il était plus petit, il y a 2 milliards d'années, il était encore plus petit, etc. On va rembobiner le film à l'envers. Alors ça, jusqu'à arriver à un point qu'il appelle le point zéro. Vous voyez, on rembobine notre film à l'envers, et voilà, aujourd'hui, hier, avant-hier, etc. Et on arrive à un point qu'on appelle une singularité. Il n'est pas encore baptisé Big Bang. Hein, le point, et je crois que Lemaitre appelait l'atome primitif, quelque chose comme ça. Mais c'était une idée intéressante. Hein. Alors en fait, plusieurs années plus tard,
il faut que je vous dise que cette idée de l'univers en expansion n'était pas partagée par tout le monde à l'époque, jusque dans les années 40-50. Hein. Maintenant, bon, c'est acquis. Et il y avait notamment un très grand astronome qui s'appelle Fred Hoyle, qui n'y croyait pas du tout. Il pensait que l'univers était statique, c'est-à-dire qu'il avait été là pour toujours et qu'il sera là pour toujours. Et alors, un jour, il est interviewé à la radio, et pour se moquer de Lemaitre avec son Big Bang, ils disent oui, voilà, et comme Lemaitre était une personne, disons, un peu enveloppée, comme moi, vous voyez, et le Fred Hoyle, il dit ah, le Big Man avec son Big Bang, hein, et ça y est, le Big Bang était baptisé. En fait, c'est Fred Hoyle, un ennemi du Big Bang, qui a baptisé le Big Bang. Le pauvre. Et alors, c'est cette aventure qu'on va essayer de vous conter. Alors, juste, il n'y aura pas de formule, mais juste pour vous faire comprendre les notations physiques, les physiciens ont du mal à écrire, ou les mathématiciens ont du mal à écrire des chiffres comme ça. Hein. Donc, on a mis au point des notations un petit peu plus simples. Vous voyez, 10 puissance n, ça veut dire 1 suivi de n0, et 10 puissance moins n, 1 précédé de n0. Bon, voilà, c'est juste pour... hop, on oublie. Voilà. Non, mais on oublie ça, voilà. Alors, au début, était le Big Bang. Il y a approximativement 14 milliards d'années, en fait 13,7. Ce qui est assez incroyable, c'est que le 13,7 est connu à... Bah, c'est pas 0,5, c'est pas 0,6, c'est pas 0,8, c'est 13,7. Donc on le sait relativement précisément. Il y a donc 13,7 milliards d'années se produit un événement considérable. De rien, a priori de rien, se crée l'espace et le temps. Parce qu'on ne peut pas dire, mais qu'est-ce qu'il y avait avant ou comment? Le temps n'existait pas, l'espace n'existe pas. Donc, on représente ça par une explosion, comme vous voyez là, mais on ne peut pas dire que ce soit une explosion, puisque on crée quelque chose qui va devenir nous, qui va devenir l'espace et le temps. Alors, une densité incroyable, en un point, il y a une densité incroyable. Les particules qui se propagent dans cet univers, et ce nuage, c'est l'univers. La température est énorme, inutile de la citer, c'est des chiffres qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais la densité est tellement importante que c'est une soupe de matière, et l'univers est totalement opaque. On ne voit rien. La lumière ne peut pas encore s'échapper. Et la température initiale, alors vous voyez, 10 puissance 32 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez 10 puissance 32 degrés, moi j'y arrive pas, mais c'est chaud. Or, qu'est-ce qui se passe alors, donc, il est créé, cet univers, il va rentrer, je vais essayer de ne pas me casser la figure, oui, il va essayer il rentre en expansion, mais qu'est-ce qui se passe quand quelque chose rentre en expansion? Qu'est-ce qui se passe dans votre frigo? Comment vous faites le froid dans votre frigo? Vous avez un liquide frigorifique que l'on fait détendre. Détendre, ça veut dire on va le faire s'expanser, il va s'expandre. Et en entrant en expansion, il va créer du froid. C'est de la thermodynamique. Eh bien, c'est pareil. L'univers, comme il rentre en expansion, sa température initiale va baisser automatiquement. Hein, ça baisse, ça baisse, ça baisse. L'univers augmente, la température baisse, etc. Et on va voir que ce sont ces températures qui vont, en fait, jouer sur le type d'interaction qui vont se produire dans cet univers. Ça va? C'est pas trop... Ouais. Bon. Alors donc, au début, ben voilà. L'univers, c'est un brouillard opaque de particules. Je ne me rappelle plus quand j'avais fait cette photo. Donc, pareil. Donc, l'expansion, c'est le refroidissement, hein, ce que je vous l'ai dit. Alors, il y a... Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est capable d'expliquer toutes les phases
de l'univers de maintenant jusqu'à un temps très très proche du zéro, zéro en seconde, du zéro au temps absolu, en fait jusqu'à un temps, on a du mal à imaginer, 10 moins 43 secondes. Alors 10 moins 43 secondes, c'est un milliardième, d'un milliardième, d'un milliardième, d'un milliardième, d'un milliardième, d'un milliardième de seconde. C'est pas beaucoup, hein. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à partir de ce temps-là, on est capable de tout expliquer. Alors en dessous, on ne peut pas. En dessous, on ne peut pas parce que les lois de la physique actuelle ne sont plus valables. Et ce temps, limite, on l'appelle le temps de Planck. Planck, Max Planck, c'était un grand théoricien allemand qui a travaillé sur la mécanique quantique. Donc, l'univers s'est formé, il vieillit, il entre en expansion et se refroidit. Les particules et les photons créés perdent de l'énergie et ralentissent. La densité de l'espace due à l'expansion chute, bien entendu, la température baisse, la densité chute, le volume augmente. Tout ça, c'est des notions physiques, en fait, très très simples. Hein. Ceux qui connaissent la loi des gaz parfaits peuvent faire de la cosmologie, hein, PV égale nRT. Hein, voilà. Alors, il faut maintenant se rappeler d'une petite formule. Albert, au moment de sa théorie sur la relativité générale, avait aussi introduit, il était génial ce type, hein, quand même, il avait aussi introduit une équivalence entre l'énergie et la masse. Énergie et masse sont les